Vous écoutez La Table Ronde, un balado produit par Action Vitale où nous aborderons des sujets en lien avec le Québec, le conservatisme et la foi catholique. Aujourd'hui, on vous partage notre perspective sur l'amitié entre personnes qui ne pensent pas pareil et pourquoi c'est peut-être une des clés pour rebâtir une société plus saine. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, Action Vitale est une initiative médiatique québécoise commencée en 2024 par Nicolas et moi-même qui a pour but d'amener le dialogue dans l'espace public sur des questions oubliées quant à la spiritualité, aux valeurs morales et au patriotisme. Sans plus tarder, allons droit au sujet. Bienvenue sur la table ronde. Donc, je vais commencer par te poser la question à toi, Nicolas. Comment est-ce que tu fais de manière générale pour gérer le désaccord avec des personnes qui sont proches de toi dans ton entourage? Je dirais que c'est une question de procéder prudemment. Donc vraiment puis pas de tromper, pas d'utiliser, pas de mentir, mais de bon, premièrement, te comporter comme un humain normal, donc de parler, de donner ton opinion, de rire, bon, d'interagir normalement. Puis quand la conversation est parfois orientée vers des sujets plus controversés, vers des sujets que moi-même je suis pleinement conscient qui sont plus difficiles, alors là, c'est là qu'il s'agit, je pense, d'utiliser de la prudence. Donc, de si on veut, tu sais, y aller tranquillement, très tranquillement. Et puis, souvent, c'est possible d'arriver à un terrain d'entente de cette façon-là. D'aborder une chose à la fois, vraiment, de pas sauter aux conclusions trop rapidement, de pas non plus assumer certaines choses sur la personne. Donc, je pense que c'est un aspect très important de pas, admettons qu'on parle avec quelqu'un que, bon, on se dit, OK, cette personne-là est plus de droite, plus de gauche, de pas partir avec ça, puis d'un peu orienter notre discours en fonction de ça. On veut parler à la personne de façon à la considérer comme une personne comme une autre. Et puis, qu'on approche d'un sujet plus tendu, qu'on sait être plus tendu, y aller progressivement, et puis point par point, je pense, procéder. Mhm. Et je pense que aussi c'est quelque chose à préciser, même si on peut s'intéresser énormément à des sujets comme la politique, l'actualité, les débats de société, probablement que les relations que tu as avec quelqu'un, ça devrait pas être défini par par les opinions politiques nécessairement. Je pense qu'il faut Non, avoir non, non. une amitié qui est saine, indépendamment de ces enjeux-là. Mettons un membre de ma famille ou des amis, je suis capable de parler de choses qui ont pas rapport avec la politique. Je pense que c'est vraiment un peu malsain Bien des sûr. fois chez certaines personnes de constamment vouloir parler de politique. Euh, Non, exact. Ceci étant dit, ce point important étant Mais je mentionné, pense que, ouais. désolé pour l'interruption, mais je pense que parlant de ça, il convient de mentionner que le climat politique actuel est très tendu. Puis je pense que c'est pour ça aussi que c'est devenu aussi controversé de parler de politique. C'est plus que jamais. Ouais, Donc, j'avais vu. je pense Ouais. que ça qui fait que c'est pour ça que ce genre de sujet-là, bon, ouais, plus difficile, définitivement. Et ça me fait penser à des trends que j'avais vus sur Internet, des fois sur des Reels ou des Shorts. C'est comme des créateurs de contenu qui appellent à l'entente, à l'harmonie. Mhm. Bref, quand je vois une vidéo où le message de cette vidéo consiste essentiellement à dire que des gens qui sont en désaccord devraient être capables d'être amis, dans les commentaires, il y a tellement de gens qui disent que quelque chose comme c'est une phrase qui était vraiment répandue. Ben, le désaccord entre amis, c'est sur des, c'est comme sur des saveurs de crème glacée. C'est pas censé être sur des droits humains fondamentaux. Euh, donc, et ça, évidemment, c'est pour s'attaquer, mettons, mettons, dans les élections américaines, euh, des gens qui sont conservateurs, qui votent républicains, qui, Oui. par exemple, s'opposent à l'avortement. Ben, je peux pas être ami avec quelqu'un qui est contre l'avortement parce que entre amis, on peut pas avoir des désaccords sur mon droit fondamental, mettons si j'étais une femme, avoir un avortement. Et donc, Mhm. c'est vraiment Ouais. cet aspect-là de, il y a vraiment une poussée dans la culture et malheureusement, je le constate, c'est plus de la part de la gauche à vraiment vouloir dire qu'on ne peut pas être ami avec quelqu'un avec lequel on est en désaccord. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vrai que c'est quelque chose qui est largement répandu. Puis, encore une fois, comme tu l'as bien mentionné, et surtout, se manifeste surtout du côté gauche
au niveau de l'échiquier politique. Donc, la plupart des gens qui votent pour des partis de gauche, bon, par exemple aux États-Unis pour les démocrates, ne sont pas prêts à être amis avec des républicains. Généralement, j'ai plus exactement les statistiques en tête, mais Il y avait des études par rapport à ça. ouais, ben exact, c'est ça. C'est Ouais. des faits qui sont largement connus et attestés. Donc, puis c'est pas vrai pour la droite. Au contraire, la plupart du moins en moyenne, là, les républicains étaient prêts à être amis avec des démocrates, puis c'est pas nécessairement un énorme problème. Là, je pense qu'il faut trouver un moyen d'avoir des discussions d'une façon ou d'une autre, mais c'est vrai que c'est pas surprenant que la gauche, le côté plus progressiste, ne préfère pas parler aux gens de droite ou n'aiment pas ça ou sont moins favorables à la conversation. C'est pas surprenant parce que, selon leur vision du monde, bon, quand t'es de droite, tu es essentiellement un totalitaire, nazi, fasciste, et ce, dès que t'exprimes la moindre opinion qui est, comment dire, plus classique, qui est vraiment conservatrice. Parce que bon, parenthèse, là, de nos jours, je dirais que le conservatisme, c'est énormément vidé de sa substance. Mhm. Et donc, bon, tu peux te dire conservateur. Admettons, je parle à quelqu'un, je peux me dire, OK, oui, je suis conservateur. Et sans creuser plus, sans dire plus d'informations sur moi, je pense que même des gens de gauche, même des gens plus libéraux, pourraient être indifférents, ou ben pas indifférents, mais du moins ne pas nécessairement immédiatement me catégoriser. OK, lui, c'est un vilain, c'est un méchant, c'est mon ennemi. Si je dis juste conservateur. Par contre, si je commence à partager mon opinion sur certains points, une opinion qui est conservatrice, qui est largement reconnue comme conservatrice, dans le sens classique du terme, là, par contre, c'est autre chose. Là, par contre, rapidement, puis je dis pas tout le monde, encore une fois, là, mais Mhm. quelqu'un libéral, disons, pourrait avoir peur. Si je partage, OK, je suis pro-choix, pro-vie, pardon, pro-vie, déjà là, OK, la personne plus libérale, la personne plus de gauche pourrait être inquiète, voire fâchée ou des choses comme ça. Donc, Pourquoi est-ce que tu penses que le conservatisme comme ça se vide de sa substance et quand on dit, mettons, je dis que je suis conservateur ou que je suis de droite, on va assumer plutôt quelque chose comme ah, je suis libertarien ou euh, c'est ça, je suis pour le libre marché et non pas. Oui, souvent on va assumer un certain conservatisme social, mais souvent à l'intérieur des cercles de droite eux-mêmes, mettons au Canada, euh, voter pour le Parti conservateur du Canada, ça ne veut pas du tout nécessairement dire que je suis pro-famille, pro-vie, non, pro-identité. Ça malheureusement. veut pas du tout Ouais. nécessairement dire ça. Ben, même que les conservateurs du Canada au fédéral ont comme fait un genre de serment pour dire qu'ils changeraient jamais les lois sur l'avortement. Mhm. Donc, bon, conservateur, oui, entre guillemets, simplement de non, essentiellement, et par rapport à l'économie, bien sûr. Mais c'est ça. Et puis, c'est fou à quel point, en effet, ces conservateurs, présentement, c'est un terme qui est faible. Mhm. Mais pour revenir, c'est ça, à la notion d'avoir des amis de l'autre côté du spectre politique, je pense que ça, il y avait des statistiques et je les ai plus exactement, là, mais euh, dans les années électorales aux États-Unis, la proportion de gens ayant euh, supprimé des amis Facebook pour des raisons politiques, c'est majoritairement des démocrates. C'est jamais majoritairement Mhm. des gens qui étaient entre guillemets libéraux, Ouais. mais dans le sens américain, là, liberals. Euh, Mhm. Même il y avait des études, genre des gens sur les campus, la vaste majorité des libéraux diraient qu'ils seraient pas amis avec des conservateurs, tandis que la majorité des conservateurs dans ces sondages-là seraient prêts à être amis avec des libéraux. On voit vraiment, et selon moi, je pense que c'est comme une notion d'opinion qui est quelque chose qui est très répandu, qui est beaucoup plus répandu à la gauche qu'à droite. C'est l'opinion comme performative. C'est en anglais on appelle ça comme du virtue signaling, mais c'est comme je montre que je suis une bonne personne en ayant les Ah oui, bonnes opinions et en défendant les bons groupes opprimés. Et ça, juste le fait de déclarer, de dire avec ma bouche que je suis euh, que j'ai de l'empathie pour ces groupes-là, ça fait de moi une bonne personne. Et j'ai l'impression que la droite, c'est exact. moins répandu comme Puis, conception des c'est choses. un très bon point. Ouais, je pense qu'il y a ça. Il y a ça. Fait que montrer, OK, oui, je suis une bonne personne parce que je supprime les vilains conservateurs ou les vilains, les vilaines personnes de droite.
les vilains pro-vie. Il y a ça, mais aussi, je pense que l'idéologie même du libéralisme et plus généralement de tout ce qui est gauche, c'est ça met une valeur largement amoindrie sur les relations, sur la famille, sur les amis, sur les proches, c'est entretenir des bonnes relations, des vraies relations, et des relations basées sur la vertu. Donc, vouloir vraiment le bien de la personne. Aimer la personne, vouloir son bien. Ça, c'est important. Puis, je pense que, bon, pour nous, peut-être, c'est quelque chose qui est plus, comment dire, automatique. Mais je pense pas que pour les personnes qui sont en dehors de ce milieu-là, conservateur traditionnel, c'est nécessairement quelque chose qui vient facilement. Mhm. Et puis, avec, bon, le gauchisme, le libéralisme, eh bien, forcément, on a une concentration beaucoup plus grande vers soi, vers l'individu. Et ce qui fait que si toi, t'es pas confortable, si toi, t'es pas à l'aise, si toi, ça te fâche, peu importe l'opinion des gens qui t'entourent, eh bien, t'es parfaitement justifié à couper les ponts immédiatement. Mhm. Ouais. Et c'est ça, je pense que c'est un espèce d'individualisme qui est lié à ça. Euh, Aussi, je pense que tu serais d'accord avec moi à dire que ça, c'est pas le cas de la majorité de la population. Je veux dire, je pense, de mon expérience, même si, entre guillemets, la majorité de la population québécoise, on pourrait les considérer qui sont de gauche ou qui sont libéraux, la majorité de mon entourage, et ça, on pourra faire un lien par la suite avec nos expériences personnelles, mais la majorité de mon Mhm. entourage n'a pas nécessairement coupé à cause que quand je commençais à avoir des positions qui étaient de droite, euh, je pense que c'est ça, c'est vraiment par rapport à des gens qui sont pas juste de gauche ou progressistes parce que c'est ça le discours dominant et qu'il faut juste un peu suivre la masse, mais les gens qui prennent la décision consciente d'être vraiment des activistes, de s'impliquer de Exact. façon Non, sérieuse c'est vrai. dans un C'est un mouvement bon point. politique. J'ai l'impression, Ouais. parmi eux, là, la polarisation et l'intolérance de la diversité d'opinion est vraiment plus forte qu'ailleurs. Mais je dirais la majorité de la population, surtout au Québec, je trouve, est relativement apolitique, où on s'intéresse un peu à la politique quand il y a des gros événements qui arrivent, mais c'est Mhm. pas nécessairement quelque chose qui nous habite constamment. Euh, mais parmi les gens, mais c'est ça, de base, c'est une relative minorité de la population qui s'intéresse activement à la politique, et dans cette petite proportion de la population, il y a des gens qui sont vraiment intéressés à s'impliquer dans la droite, il y a des gens qui sont vraiment intéressés à s'impliquer dans la gauche, et là, on voit très clairement la différence d'attitude par rapport à la diversité d'opinion. Et c'est ça, toute la saga sur le wokisme, ben, c'est un peu ça. C'est la gauche qui prend le contrôle d'universités, qui censure, qui prend le contrôle d'institutions médiatiques, artistiques, et qui met une espèce de culture du bannissement. Avant de poursuivre le visionnement, j'aimerais vous faire part de notre projet. Action Vitale, c'est une initiative médiatique qui cherche à enrichir le débat en mettant au défi le monopole idéologique présentement en place au Québec. Pour ce faire, nous avons besoin de votre soutien. Sachez qu'Action Vitale est 100% indépendant et que nous avons commencé ce projet de notre propre poche et avec notre propre temps. Si vous croyez sincèrement à notre mission, rejoignez-nous sur actionvitale.ca pour en apprendre plus sur nous, pour nous contacter et pour nous supporter dès maintenant. Sur notre site, vous aurez maintenant deux options pour nous soutenir. La première, c'est des dons uniques que vous pourrez faire selon votre générosité. Et la deuxième, c'est un lien vers notre Patreon où vous pourrez avoir un abonnement mensuel vous donnant accès à du contenu supplémentaire et à d'autres privilèges exclusifs. Merci pour votre attention et n'oubliez pas, le Québec n'est pas encore perdu. Cela étant dit, de retour à la vidéo. Je pense qu'on pourrait passer à un peu certaines questions personnelles. Moi, je voulais te demander, euh, j'avais des questions. Euh, quelle proportion, là, ça fait comme 2 ans que tu as dit que tu es devenu catholique. Euh, Tu dirais quelle proportion de ton entourage après ces 2 années, tu dirais qui serait d'accord avec toi versus en désaccord avec toi? Je dirais que très peu sont d'accord dans le sens complet du terme. Donc, c'est ça, la plupart ont des objections assez fortes sur certains points, notamment, bon, le classique, alors on pourrait dire avortement. Avortement, euh, tout ce qui est également aide médicale à mourir, donc suicide assisté, euthanasie.
la peine de mort, quoi d'autre? Le mariage homosexuel, bon, j'en passe. Donc ça, je dirais que presque personne n'est d'accord. Par contre, c'est possible de discuter. C'est toujours, dans la plupart des cas, la discussion est très faisable. C'est possible de discuter, d'avoir des bonnes discussions, puis d'avancer. Donc, et ça d'une façon réciproque. C'est pas juste moi comment dire, qui contrôle la discussion là, dans le but de les convaincre de façon arbitraire sans que eux participent de façon forcée. C'est vraiment quelque chose qui est parfaitement réciproque. Une vraie bonne conversation où on peut parler à deux. C'est vraiment 50-50-50. Mhm. Et pourquoi est-ce que tu dirais, selon toi, pourquoi est-ce que, c'est pour ceux qui nous écoutent peut-être pour la première fois, qui sont pas familiers euh, avec notre discours, pourquoi, selon toi, il y a cette différence-là quand on devient catholique ou croyant? Pourquoi est-ce que cette différence-là dans les enjeux moraux, pourquoi est-ce qu'on perçoit la vie aussi différemment, ben la vie, mais spécifiquement dans l'aspect politique, que les non-croyants? Parce que la plupart des gens se diraient, ben, la religion et la politique, c'est deux choses séparées. C'est pas parce que je suis croyant que je dois adhérer à une certaine idéologie politique. Pourquoi, selon toi, il y a ce clivage-là? Euh, je pense que c'est une incompréhension de ce qu'est une religion. Parce que tout le monde a une religion, tout le monde a un système de croyance, une façon de voir le monde qui va influencer chacun de ses choix. Comment la personne, premièrement, perçoit le monde, et ensuite, comment se diriger dans ce même monde. Donc ça, puis il n'y a pas de personne qui a pas ça. Même la personne qui se dit, admettons, athée, ou peu importe, agnostique, ou, ok, non, j'ai pas de religion, qui s'identifie comme non-croyant, eh bien, ne pas croire, c'est une position. C'est quelque chose qui va t'orienter, qui va te faire prendre un certain chemin, pour le meilleur et pour le pire. Donc, admettons, par exemple, OK, je suis non-croyant, alors je veux pas aller à l'église. Bon, tu as fait un choix. Qu'est-ce que tu vas faire le dimanche, par exemple? Bon, c'est un exemple très simple et banal, mais ça va orienter tes décisions. Et puis, bon, dans le même ordre d'idée, admettons, pour quelqu'un qui croit pas en Dieu de la d'une façon, disons, classique, qui n'est pas, admettons, catholique. On va aller le plus classique possible, qui n'est pas catholique, eh bien, il va très probablement voir le monde comme purement matériel. Et puis, si cette personne voit le monde de façon purement matérielle, eh bien, ça mène à d'autres conclusions. Donc, il n'y a pas que le spirituel n'existe pas, qu'on est Et, et comment est-ce que voir... des êtres matériaux. Et donc, admettons que, alors, il n'y a pas de mal en soi à se concentrer sur le plaisir. Donc, tout ce qui est relation avant le mariage, tout ce qui est, c'est ça, succomber à la tentation de ces tes fantasmes les plus pervers, il n'y a pas de mal, il y a pas de mal à ça. Parce qu'au final, si tout est matériel, si on est seulement des atomes qui sont un peu aléatoires, eh bien, voilà, cette moralité, c'est une moralité qui est complètement différente. Et donc, qui est conçu, qui est alimenté par cette religion. Cette religion qui est athée, qui est l'athéisme, disons. Là, je vais jouer un peu l'avocat du diable. Est-ce que, par le fait de dire, c'est ça, de dire aussi clairement qu'est-ce qui est pervers, qu'est-ce qui est moral et qu'est-ce qui est immoral, tu te mets pas un peu en juge? Tu fais pas, tu t'ériges pas un peu en Ouais, juge des autres, oui. comme si tu jugeais les autres personnes. Et c'est peut-être un peu pour ça que les gens qui sont de gauche se sentent repoussés par la droite parce qu'ils se sentent jugés, ils se sentent attaqués. Mm-hmm. Peut-être, entre autres, mais ça revient au même point, dans le sens où je juge selon ma vision du monde. Donc selon la religion à laquelle j'adhère, dans mon cas, le catholicisme, eh bien, c'est comme ça que je vois le monde, c'est comme ça que j'interprète le monde. Et puis, ce que cette personne-là fait, disons la personne athée, comme dans mon exemple, la personne athée qui succombe à bon ses désirs, puis tout ce qui est plaisir, qui va vers les plaisirs sans hésitation, même avec joie, puis qui voit pas ça comme nécessairement mal, eh bien, moi, je juge ça selon mes lunettes, les lunettes avec lesquelles je perçois et interprète le monde. Et donc, OK, c'est pas bien. Puis ma façon de le décrire reflète ma religion. Donc, OK, c'est pas bien, c'est pervers, c'est bon. Je pense que succomber au plaisir, c'est pas une bonne chose. Puis mon langage, forcément, va refléter cette vision-là. Par contre, je veux dire,
c'est pas un jugement nécessairement, peut-être de façon indirecte, mais évidemment, on veut pas non plus condamner la personne. Fait qu'on peut dire, je pense qu'il faut détacher la personne du comportement. Donc, je peux dire, OK, ce comportement-là, selon moi et selon, admettons, la doctrine catholique, la philosophie conservatrice, c'est pas bon. C'est un vice, c'est pas bon. OK. Puis là, je parle de mon exemple, mais il y a aussi d'autres types de comportements qui entrent dans cette catégorie-là. Mais OK, ça, c'est un vice. Par contre, toi, je veux que tu travailles sur ton caractère, que tu deviennes une meilleure personne, que tu apprennes de tes erreurs. Et puis, ben, premièrement, que tu reconnaisses tes erreurs pour ensuite aller plus loin. Donc, juge, je sais pas, j'aurais peut-être plus dit, OK, j'analyse le monde et je dis ce que je pense être vrai. Hmm. Mais est-ce que il y a pas, c'est ça, est-ce que tu, peut-être que la personne moyenne, en voyant ça, se dit, OK, ben, est-ce que c'est vraiment ça le message? Par exemple, on est catholique, est-ce que c'est vraiment ça le message de Jésus? Est-ce que c'est vraiment ça ce que Dieu veut? Est-ce qu'il voudrait que nous, on juge les autres? Pourquoi est-ce qu'on ferait pas juste se concentrer sur nous-mêmes? Et ça, c'est en lien avec la politique. Pourquoi est-ce que je voudrais imposer ma vision de la moralité aux autres quand moi-même je suis imparfait et je devrais pas plutôt me préoccuper de mes vices, de mes péchés, de mes défauts avant d'aller dire aux autres qu'est-ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire? Parce que Jésus nous appelle à aimer notre prochain. Il nous appelle à la charité. Puis ça, c'est ultra important. Puis ça revient un peu à ce qu'on a dit au début. Si on aime vraiment quelqu'un, on veut son bien. Puis comme fin ultime, on veut pas son bien de façon arbitraire, on veut pas l'aimer à cause qu'on a un quelconque avantage. On aime la personne parce qu'on aime la personne, par amour pour elle, par souci pour son bien. Donc, je pense que ça vient un peu à ça. Puis forcément, quand tu veux le bien de quelqu'un, eh bien, tu vas pas succomber à sa vision du monde ou comme succomber à tous ses désirs, tous ses caprices. Comme par exemple un parent. Un parent qui aime son enfant, s'il aime vraiment son enfant, il va en prendre soin. Il va pas lui laisser faire n'importe quoi. Il va pas lui laisser se mettre en danger inutilement ou se tenir avec les mauvaises personnes. Un parent attentionné va essayer d'encadrer l'enfant, bien sûr avec douceur, avec prudence, avec humilité, mais et bien sûr avec charité évidemment, mais c'est un certain cadre est nécessaire et c'est la même chose pour nos proches, pour nos amis. Puis bon, évidemment, je pense qu'il y a une question de degré, dépendamment à qui on s'adresse. On va pas avoir le même la même approche avec, admettons, notre enfant, des membres de notre famille, père, mère, frère, sœur, qu'avec un ami ou qu'avec un inconnu, qu'avec un collègue. Bon, donc c'est ça, il y a une approche différente, mais je pense qu'on est appelé en tant que chrétien, en tant que catholique, à aimer son prochain, même à aimer son ennemi. Donc ouais, l'amour va loin, mais à aimer les autres essentiellement, comme Dieu nous aime, et donc de vraiment vouloir leur bien, pour le bien en soi. Et ça demande d'avoir une approche qui souligne le vice et encourage la vertu. Si, admettons, là, on revient au sujet de base, tu as un ami qui a une vision du monde complètement différente de la tienne. Et tu sais, par exemple, toi, tu es catholique, et tu sais que ton ami commet régulièrement ce qui est considéré dans ta religion comme des péchés mortels. Est-ce que c'est ta place nécessairement de constamment corriger ton ami, de constamment lui dire, parce que si tu fais ça, si constamment, à chaque fois que tu parles avec ton ami, tu lui dis à quel point son mode de vie, euh, c'est des péchés, alors on est presque sûr que cet ami-là va s'éloigner de toi. Et au final, cet amour chrétien, entre guillemets, de vouloir aider la personne à s'améliorer, ben, au final, ça n'aura pas fonctionné parce que si personne ne t'écoute, alors ton message, même si c'est un message qui est bon et qui est vrai, va pas transformer les cœurs. Donc, qu'est-ce que tu répondrais à ça? En effet, c'est un bon point. Puis je pense que, encore une fois, ça revient à ce que j'ai dit au début, mais il s'agit d'être prudent. Et donc, de ne pas être trop brusque avec quelqu'un, surtout quand on est en pleine connaissance de cause et puis qu'on sait très bien que cette personne-là n'est pas d'accord avec nous sur un sujet en particulier. Donc, d'aller tranquillement, d'approcher doucement la personne, puis d'essayer le plus possible de l'orienter, de l'orienter vers le bien, tout en moi-même étant
étant attentif par rapport à mon propre comportement. Parce que, ouais, je pense que c'est ça, tu l'as mentionné brièvement, mais c'est un bon point. Moi-même, ok, oui, je dis ce que je pense être vrai, j'essaie d'être un homme vertueux, d'aimer les autres comme Dieu m'aime. Par contre, bon, en pratique, est-ce que c'est quelque chose que j'exécute de façon parfaite, pardon? Pas du tout. C'est souvent dans le feu de l'action, des fois, en pleine conversation, je m'emporte ou il y a des choses que je dis que j'ai pas réfléchi avant de parler. Ou même des choses que je fais souvent. On est tous pêcheurs après tout. Donc, il faut faire attention aussi. Autant c'est ça, approcher prudemment la personne, qu'on sait qu'on n'est pas d'accord avec, puis tout le temps l'aimer. Je pense que ça revient à ça. C'est aimer la personne et garder toujours un esprit humble. Humble qu'au final, nous-mêmes, qui on est pour c'est imposer nos croyances avec force. Donc, Mhm. puis je pense que la vérité aussi parle pour elle-même. Donc, il s'agit de bien la présenter. Puis ça, si on garde en tête humilité, charité, je pense que c'est une bonne approche. Ça me fait penser à un créateur de contenu que j'avais vu récemment. Il s'appelle, je pense qu'il est pentecôtiste et il fait des vidéos sur Internet, mais sur Instagram. Il s'appelle Tien Lemine. Et il a fait une analogie, je trouvais ça quand même intéressant. Et je pense que ça montre un peu la bonne approche chrétienne. C'est si tu avais le, 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 le remède pour le cancer, euh, est-ce que tu le garderais pour toi ou est-ce que tu l'annoncerais aux autres? Donc, le, l'analogie, c'est le péché, c'est quelque chose qui nous affecte tous. Et donc, c'est pas la posture que j'ai quand j'annonce l'évangile, que j'annonce Jésus-Christ à mon prochain, c'est pas tant, OK, moi, j'essaie, moi, dans ma supériorité morale, j'essaie de t'instruire et de te transmettre la bonne vertu. Plutôt, c'est toi et moi, on est euh, tous les deux affectés par cette réalité-là qui est présente dans le monde, qui est le péché. Et tous les deux, on souffre à cause de ça. Mais j'ai appris que il existe un remède au péché. Il existe un médecin qui peut nous soigner de cette maladie-là. Et c'est un peu ça la différence entre le christianisme et les autres religions. Le fait des religions qui essaient de gagner l'amour de Dieu en faisant des bonnes actions, versus le christianisme qui dit, en réalité, c'est Dieu qui est venu, qui a notre poursuite. C'est pas l'homme qui court après Dieu puis qui essaie de se rendre à son niveau. En fait, c'est Dieu qui s'est abaissé à notre niveau et qui nous a sauvé de notre maladie. Donc c'est ça, et la croix, Jésus qui prend le péché sur lui, sur la croix, euh, c'est vraiment ça le cœur du message chrétien. C'est en réalité, je suis pécheur, tu es pécheur, et aucun de nous ne peut mériter la grâce de Dieu. On a besoin du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour sortir de cette condition misérable-là, qui est la condition de pécheur. Donc, je pense que c'est vraiment ça la bonne approche. Et donc, il y a pas cette impression de supériorité morale, de jugement, de condamnation, si on le présente comme ça. Peut-être que certaines personnes vont le Mhm. ressentir parce qu'ils ont tellement le cœur Ouais, endurci et qui rejettent toute forme d'enseignement sur la moralité. Mais, ouais. c'est ça. Je pense par rapport à ton point, quand la lumière révèle la noirceur. La lumière, quand tu mets la lumière sur quelque chose de sombre, de ténébreux, de mauvais, eh bien, ça dévoile cette chose-là. Et ça, quand tu vis un peu dans la noirceur, quand tu vis dans le mal, ou du moins que tu es entouré par le mal, par le vice, eh bien, te faire éclairer soudainement par une lumière vive. Puis par lumière vive, je parle bien sûr de la lumière de Dieu, de Jésus-Christ. Donc pas de moi-même, c'est pas une lumière qui vient de moi, c'est une lumière qui vient de la parole fait homme, de la vérité elle-même. C'est pas moi qui crée cette lumière-là. Donc on pourrait dire que nous, on peut être des véhicules pour ce message-là, mais tout ça pour dire que la lumière, eh bien, elle éclaire de façon extrêmement vive, et puis ça révèle tout ce qui est sombre, tout ce qui est noir, ce qui est mauvais, ce qui est caché. Et puis, forcément, sur le coup, c'est tout un choc. Donc, c'est pas surprenant que, sur le coup, la réaction est mauvaise.
ou du moins peut-être mauvaise. Mhm. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que on doit apprendre et perfectionner toute notre vie en tant que chrétien, comment, dans nos interactions avec les autres, trouver le juste milieu entre, 100%. entre le, la L'audace, tu transmission sais, de avoir vérité. Ouais. c'est ça, avoir une approche, excuse-moi pour t'avoir coupé, mais être audacieux, donc annoncer la vérité sans compromis, mais également être prudent. Mhm. Donc, être prudent et charitable, c'est-à-dire démontrer, Mhm. entre guillemets, la partie plus dure, la partie plus difficile, versus la partie plus douce. Et c'est comme essayer de tout le temps naviguer ça et s'adapter à des situations, à des personnes qui sont toutes différentes. Et je Exact. pense que on voit très souvent des gens qui sont dans un extrême ou dans l'autre. Euh, Oui, et heureusement, ouais. on a le meilleur exemple pour cette approche. Donc, Jésus, par sa vie et les écrits qui décrivent sa vie et son ministère, eh bien, on peut prendre exemple sur lui. C'est la seule et unique personne qui a pu suivre ce chemin parfaitement. Mhm. Et donc, en tant que chrétien, en tant que catholique, on est appelé à faire la même chose. On est appelé à imiter notre Seigneur, Jésus-Christ. Mhm. Par rapport à ça, là, on s'éloigne un petit peu du sujet de base, mais je vais te demander, est-ce, peut-être que c'est ça, sens-toi libre de répondre ou non à cette question-là, mais comme, comment est-ce que souvent on entend des gens dire que suivre Jésus, c'est pas une religion, mais c'est une relation avec Jésus. Euh, Pourtant, souvent on parle de religion catholique, on parle quand des gens qui sont devenus prêtres ou des sœurs, on parle de religieux. Euh, Souvent on présente la religion comme une espèce d'institution lourde avec toutes des règles qui entravent la vraie relation avec Dieu. J'ai vu certains créateurs de contenu en parler sur Internet. C'est quoi que tu penses de ça? Mhm. Mais je pense que si Dieu est vraiment Dieu, eh bien, religion veut dire, bon, rendre le culte que Dieu mérite. Rendre à Dieu le culte qu'il mérite, essentiellement. Donc, si Dieu est Dieu et vraiment la fin ultime de l'homme, eh bien, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité envers Dieu de lui rendre le culte approprié? Mhm. Puis ça doit commencer par la foi, ça doit commencer par avoir une véritable conviction que Jésus-Christ est Dieu et de croire tous ses enseignements, tous les commandements, du début à la fin, d'adhérer à ses commandements. Mais est-ce que ça demande pas d'agir en conséquence? De réellement le montrer? Parce que c'est facile de dire oui, je crois en Jésus, oui, j'ai une relation, mais est-ce que on veut pas aller plus loin? Et puis, l'un n'empêche pas l'autre, dans le sens où, en fait, même beaucoup mieux, l'un permet à l'autre d'être élevé encore plus, dans le sens où la religion favorise une bonne relation, encadre la relation, la fortifie, l'élève à un tout autre niveau, un niveau que par nous-mêmes, individuellement, on ne pourra jamais atteindre. Mhm. Parce que avoir une religion en groupe, une vraie grande famille, comme par exemple, bon, là, clairement, il y a un biais, là, mais la grande famille catholique, euh, à travers le monde, on est des millions de catholiques. On est un Donc, milliard. ouais, ouais, des milliards même. Ben, des milliards. C'est quoi exactement le nombre? Techniquement, c'est plus que un, donc on peut dire milliard. Non, c'est pas des milliards. Ouais, Ben, c'est c'est ça, comme est-ce que 1,3 c'est... milliard, 1 point, Ok, quelque bon, chose comme ça. bref, environ un milliard, donc tout de même, pas mal. Alors, une très grande famille, et avoir tous ces personnes-là unies dans le culte au vrai Dieu, ça, c'est sûr que forcément on a une meilleure relation, qu'on peut en parler à nos proches, qu'on peut être. Puis je dis pas que c'est pas possible, admettons, dans les cercles protestants, où ces gens-là ont une relation avec Jésus, peuvent en parler aux autres, mais forcément c'est fortifié par le cadre qui est mis en place par une autorité plus élevée que nous, plus proche de Dieu, et puis qui nous permet de pratiquer la religion de façon à rendre honneur à Dieu, à rendre ce qui lui est dû. Si, mettons, c'est ça, pour revenir un peu au sujet de base, si tu avais quelqu'un dans ton entourage qui peut dire, d'accord,
OK, Nicolas, c'est très beau, toute cette histoire d'amour chrétien et toute cette histoire de grande famille dans l'Église. Mais comment est-ce que je fais pour savoir que c'est vrai? Parce que ça me semble quand même être un peu comme un conte de fées. Je veux dire, ça a l'air d'être quelque chose de très sophistiqué, de très élaboré, mais qui a aucune base, aucune assise dans la réalité. Et comment est-ce que tu ferais pour communiquer ce message-là, cette vision du monde-là, à quelqu'un de ton entourage avec qui tu serais pas d'accord? Oui, bien sûr. Bonne question. Alors, je dirais premièrement, comme Jésus le dit lui-même, cherchez et vous trouverez. Donc, essentiellement, si je parle, par exemple, de mon propre parcours, eh bien, c'est ce que j'ai fait. J'étais pas sûr, puis au début même, j'ai commencé, puis bon, je l'ai mentionné, je pense brièvement dans l'épisode précédent, mais je commençais à adhérer aux valeurs conservatrices. Puis au début, la religion, j'ai trouvé ça très bizarre. J'étais comme, OK, les valeurs qui en découlent, c'est cool, aimer son prochain, tout ce qui est la discipline, l'ordre, bon, le conservatisme, le traditionnalisme, la beauté aussi, bon, tout ce qui est architecture, c'est le paquet est beau, là, l'espèce d'emballage est vraiment beau. Par contre, la substance, aller pratiquer cette religion-là, c'est bizarre. Et pourtant, avec le temps, OK, bon, je me suis dit, je vais aller faire mes recherches. Et puis, en faisant mes recherches, eh bien, de plus en plus, j'ai remarqué, OK, mais c'est vrai, en fait. Par la logique, par les faits historiques, la Bible elle-même, les personnages qui sont mentionnés dans la Bible, donc tout ce qui est témoignage, et même la science supporte la religion, même, bon, premièrement, la religion vient de la science, là, puis ça mérite, je pense, un autre épisode au complet pour élaborer, mais essentiellement, c'est la science est basée sur une certaine foi. Une foi que on peut découvrir le monde, que le monde est fait pour être découvert, que le monde est fait de façon logique. Donc, simplement ça. Bon, il y a plusieurs arguments, mais essentiellement, j'ai regardé historiquement, scientifiquement, logiquement. Je me suis dit, bon, je vois pas trop. Aussi avec l'histoire du Québec, je pense qu'il y avait un attachement supplémentaire, un amour encore plus grand, un désir, disons, qui a été encore plus agrandi par la tradition, notre tradition culturelle ici au Québec. Donc tout ça ensemble, eh bien, il y avait rien qui entrait en contradiction avec simplement les faits, Mhm. l'information disponible. Et tout pointait vers, OK, l'Église catholique est l'Église que Jésus-Christ, euh, Dieu fait homme, a institué sur Terre. Alors, à mon tour maintenant de te poser une question, mon cher Philippe. Donc, je me demandais, est-ce que tu as déjà changé d'avis à cause de quelqu'un qui pensait différemment de toi? Est-ce que tu as parlé à quelqu'un, ça t'a vraiment fait changer d'avis? Ça, autant en ce qui concerne le conservatisme, du libéralisme, gauche-droite, peu importe. Juste généralement. Oui, ça m'est arrivé. Euh, des fois, il y a eu quelques fois où vraiment j'ai changé ma vision du monde de façon assez profonde après une discussion que j'ai eue avec quelqu'un. Évidemment, ça arrive jamais sur le coup. C'est-à-dire, j'ai une discussion Ouais, c'est avec ça la que j'ai demandé personne et justement. elle me donne des arguments qui sont extrêmement solides auxquels je suis pas capable de répondre. Ça va prendre un certain temps avant que, peut-être quand je rentre, une fois que je suis rentré chez moi, que j'y pense dans les prochains jours, c'est là qu'il Que y tu aura digères vraiment un peu l'idée. exact, il y aura vraiment le processus de changement qui va se faire. Un exemple de ça, ça m'est arrivé quelques fois à l'époque où je fréquentais encore la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Donc, pour ceux qui écoutent et qui savent pas nécessairement c'est quoi, c'est un mouvement de prêtres catholiques qui offre la messe en latin, c'est-à-dire la messe qui était donnée un peu partout en Occident avant les années 60. Et c'est ça, c'est un mouvement traditionnaliste qui veut maintenir ce qu'il considère être l'enseignement traditionnel de l'Église contre la hiérarchie actuelle catholique avec les évêques et le pape qui enseignerait en quelque sorte une nouvelle religion. Et pendant 3 ans, je fréquentais cette fraternité-là sans nécessairement adhérer à tout ce qu'elle enseignait. Cependant, j'essayais de la défendre, j'essayais de peu me justifier. Et j'ai eu quelques discussions avec des gens qui ne la fréquentaient pas et qui s'opposaient à celle-ci. Et ces discussions m'ont beaucoup marqué et ont joué un rôle assez important dans ma décision qui est venue par la suite de cesser de fréquenter cette fraternité-là. Euh, Mhm.
Et Mais donc est-ce que c'est tu ça. dirais Ouais. que depuis le début, tu as toujours eu une approche, admettons, ouverte à changer d'opinion? Est-ce que, ou à un certain point, on pourrait dire, tu as commencé à être plus rigide, ou je veux dire que ta pensée était plus rigide, et puis tranquillement, à force de côtoyer certaines personnes qui avaient une opinion différente, tranquillement, tu t'es ouvert à ça? Ou vraiment, tu as toujours eu une approche assez ouverte, et puis tu as parlé quelques fois avec une personne ou plusieurs personnes, et tu as réfléchi par toi-même pour arriver à une différente conclusion? Oui, il y a eu des moments où non, j'étais un peu plus rigide, peut-être un peu orgueilleux, je voulais avoir Mhm. raison. Cependant, Puis pour toi, ouais, qu'est-ce qui, je m'excuse, pour toi, qu'est-ce qui fait que cette rigidité-là baisse, peut être, les rideaux peuvent s'ouvrir? je pense avec quelqu'un qui est prêt à me rencontrer là où je suis. Quelqu'un qui va commencer, qui va, par exemple, je parle de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, je dis toutes les bonnes choses que la fraternité fait. Quelqu'un qui va me rejoindre là où je suis va reconnaître que la fraternité Saint-Pédis fait des bonnes choses. On parle des écoles, on parle de l'enseignement du catéchisme, on parle des sacrements dans leur forme traditionnelle. Tout ça, c'est des bonnes choses. Maintenant, est-ce que ces bonnes choses justifient la désobéissance, justifient le schisme? C'est là que ça va, que c'est plus compliqué. Et donc, quelqu'un qui est capable de me rejoindre là où je suis aura beaucoup plus de chances de me faire baisser mes armes. Et il y a eu des moments où Mhm. j'étais très orgueilleux, où je voulais pas que ça change, mais j'avais toujours une espèce de petite voix, parce que je pense que j'avais quand même cette envie d'être dans la vérité. Vraiment cette soif de la vérité. Et, euh, et aussi, il y avait quelque chose qui était, je sais pas, je pourrais pas dire que c'est surnaturel, mais quelque chose comme la paix d'être dans l'Église. La paix d'esprit, la paix spirituelle qui vient avec le fait d'être uni à l'Église parfaitement. Euh, Mhm. juste quand aller à une messe en latin, par exemple, qui est en pleine communion avec le diocèse, il y avait quelque chose, et aussi c'était, bon, objectivement, bon, c'est une plus belle c'est une église qui est plus belle avec une meilleure chorale, donc il y avait ça que jouer aussi, mais juste la paix de savoir que oui, je suis en pleine communion avec l'église en laquelle je crois. Euh, Mhm. il y avait quelque chose d'expérience spirituelle qui venait aussi. Donc, ça venait pas juste des gens qui argumentaient. Et je pense que des fois, les gens avec qui j'argumentais, eux aussi, je ressentais en eux une certaine paix d'être avec l'Église. Et ça, je pense, on peut en apprendre par rapport à ça quand on parle avec des gens, que ce soit pour l'évangélisation, que ce soit les gens qui partagent pas la même vision du monde que nous, incarner cette paix qui n'est pas de ce monde. Incarner cette joie, incarner cet amour, Oui, c'est un bon point, ça. et juste le laisser ça se transmettre, Ouais, puis des même fois, sans c'est beaucoup parler. plus puissant que nos arguments. Et donc, Exact, les paroles, ouais. 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 Et ça m'est arrivé. Oui, c'est-à-dire, les personnes n'ont pas sont pas juste restées silencieuses et par rapport à mes erreurs. Non, ils m'ont poussé, ils m'ont titillé, mais il y avait, en même temps, ils avaient cette façon-là, quand ils me parlaient, de transmettre la paix, de transmettre l'amour, et de transmettre l'esprit d'unité. Et il y avait ça me fait penser à une formation que j'avais eue dans le mouvement Pro-Vie avec CCBR. Il y avait ce mot d'ordre, c'était de mot d'ordre. C'était show, don't tell. Donc là, c'est dans le contexte où j'allais Mhm. parler avec des inconnus de l'avortement, essayer Juste de... Ouais. préciser pour les gens qui écoutent, qu'est-ce qu'est CCBR? CCBR, c'est un organisme pan-canadien pro-vie qui est axé principalement sur l'activisme de rue. Donc, c'est un acronyme Puis pour le Canadian nom complet. Center for Bioethical Reform. Très Et bien. j'étais impliqué là-dedans. Euh, et je suis toujours impliqué. Et ce qu'on m'avait dit dans la formation, c'était show, don't tell. Et la façon c'est-à-dire montrer et ne pas juste dire. Pas juste dire c'est quoi la vérité, mais juste prendre la personne par la main et lui montrer c'est quoi la vérité et regarder la vérité avec la personne. Euh, et des façons, une des méthodes, c'est une méthode qui remonte à il y a très longtemps, s'appelle la méthode socratique. Donc, Socrate, si on lit les dialogues socratiques que Platon nous a laissés,
c'est un philosophe grec et à la place de juste dire c'est quoi la vérité ou qu'est-ce qu'il croit être la vérité dans ses débats avec ses contemporains, il fait juste leur poser des questions. Dire, par exemple, un contemporain va prétendre savoir que c'est quoi la justice. Donc la justice, c'est tout simplement un accord que c'est l'équilibre entre la douleur que je ressentirais si quelqu'un commettait une injustice contre moi euh, versus le plaisir que moi j'éprouverais à commettre une injustice envers quelqu'un d'autre. Et la justice, c'est en fait les règles de société qui est le juste équilibre entre ces deux, ce plaisir et cette souffrance. Et ça, c'est dans la République de Platon. Et Socrate, par la suite, il se met à poser des questions à son interlocuteur pour montrer les conclusions logiques. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Si tu crées un scénario où tu appliques la logique que la personne dit. Et en fait, par ce dialogue socratique, c'est-à-dire poser des questions, c'est un outil beaucoup plus puissant pour changer l'opinion des gens que de leur formuler un argument. Et donc, ça, je pense, c'est un outil extrêmement puissant pour toutes nos discussions avec les gens. Euh, Certainement. pas juste faire un monologue, mais poser des questions. Si quelqu'un se positionne de façon forte sur un sujet, d'accord, on va voir où cette position-là nous mène. Est-ce que c'est viable? Bien sûr. Et Et puis, une ouais. discussion, ça se fait à deux. On peut pas parler tout seul. Admettons, je décide de parler, puis je parle pendant 20 minutes pourquoi Jésus-Christ est la vérité, pourquoi l'Église catholique est où on devrait être. Mhm. Eh bien, si je fais juste parler pendant 20 minutes, bon, c'est très peu probable que j'ai réussi à faire réfléchir la personne. Je l'ai juste perdu. Je parle avec moi-même. Dans le fond, c'est un dialogue avec moi-même. Ok, oui, je suis content là, de comment je parle. Ah, je suis fier de moi. Waouh. Mais au final, est-ce que j'ai atteint un quelconque but positif pour la personne à qui je parle? Probablement pas. Donc, évidemment, les deux personnes doivent dialoguer ensemble. C'est comme une danse, c'est comme un jeu d'une certaine façon. Mhm. On doit pouvoir jouer ensemble, pouvoir parler ensemble. Donc, je pense que c'est ça, exact. Poser des questions à la personne, vraiment avoir une vraie de vraie discussion. Une discussion où les deux personnes sont complètement et profondément impliquées, eh bien, c'est la solution. 100%. Là, tu parlais de la fraternité Saint-Pédis et d'une personne à l'extérieur de cette communauté-là qui t'a convaincu que, bon, peut-être qu'il y a un autre chemin. Est-ce que tu as des exemples plus, disons, communs, qu'une personne qui connaît pas ça, qui est pas dans un milieu religieux, qui est pas dans un milieu catholique ni conservateur, pourrait peut-être comprendre? Non, j'en ai pas qui me viennent directement à l'esprit. Je sais que c'est arrivé dans des choses plus mondaines, des gens qui me montrent que j'ai tort et Mais rien de majeur. ouais. Pas, pas, D'énormes changements pas d'opinion. de, c'est ça, pas des changements d'opinion aussi profonds qui auront autant changé ma vie. Et Mhm. Parce que toi, ouais. admettons, bon, dans l'épisode précédent, tu parlais que tu t'es converti au catholicisme relativement tôt. T'as Mhm. aussi, t'as aussi un penchant pour le communisme, le gauchisme avant. Donc, tu dirais que c'est un cheminement qui a été purement personnel. Disons la découverte de l'Église et par la suite le choix d'y adhérer. Ben, je dirais, ouais, il y a eu un processus de remise en question et d'écouter les opinions des autres, c'est juste que c'était pas une discussion. C'est-à-dire, Ah, ok, je me d'accord. renseigne sur le point de vue de quelqu'un d'autre, par exemple sur Internet ou dans un livre, et je vois c'est quoi son point de vue, et je Mhm. trie un peu qu'est-ce que je trouve qui est vrai, qu'est-ce que je trouve qui est faux, mais c'est pas une discussion en tant que telle. Ok, C'est ok. pas mettons, je m'assois avec quelqu'un et cette personne-là euh, me pose des questions et me convainc d'adhérer à autre chose. Mhm. Ok, ok. Très bien. C'est bien. Alors, sinon, j'avais une autre question, je pense, qui est importante pour toi. Donc, est-ce que tu penses que il y a un sujet sur lequel on peut pas rester amis si on n'est pas d'accord? Que c'est que ça demande une séparation. Un sujet ou plusieurs. Je pense il y a aucun sujet, il y a aucun désaccord où Mais j'ai dit euh, sujet, mais point de vue, position, ouais, valeur, peu importe. il y a aucun enjeu qui va réussir à me faire cesser d'aimer la personne. Il y a rien qui va
me faire volontairement vouloir couper les ponts avec quelqu'un, je dirais principalement l'enjeu, c'est, par exemple, si je veux bâtir une vie avec quelqu'un, si je veux faire des projets très long terme où ça demande une vision commune, alors c'est sûr que il y a des choses qui vont pas pouvoir fonctionner. Donc, par exemple, pour me marier, je veux me marier avec euh, ma copine et il y a une raison pourquoi je l'ai choisie elle. Elle est catholique et donc je voudrais pas, j'aurais pas envisagé de la même façon euh, être dans une relation avec quelqu'un euh, qui ne partage pas ma foi, par exemple. Et par exemple, avec toi, Nicolas, j'aurais pas commencé Action Vitale si on n'avait pas une vision en commun. Donc, Mhm. c'est ça un peu la nuance que j'apporterais. Non, je vais toujours aimer la personne, je vais toujours souhaiter ce qu'il y a de mieux pour elle. Maintenant, pour bâtir ma vie, faire des projets long terme avec quelqu'un, ça demande une vision commune. Et donc ça, Bien malheureusement, je sûr. peux pas le faire avec n'importe qui, euh, notamment quelqu'un qui euh, n'a pas la même vision de la vie que moi. Tellement. Mais par rapport au dialogue, tu penses que pas. Il y a rien vraiment qui justifie de mettre la personne de côté ou du moins de. C'est ça, peut-être Non, prendre mais ses distances. peut-être des fois, ça viendrait pas de mon côté. C'est-à-dire si, mettons, quelqu'un, je sais pas, un islamiste radical pense que tous les chrétiens devraient se faire égorger, alors ben là, la séparation, et là, je sais que c'est une petite minorité. Là, j'ai pris un exemple extrême, je sais que c'est une petite minorité des musulmans, euh, mais si quelqu'un pensait ça, alors là, oui, il y aurait une séparation, mais elle viendrait pas de moi. Donc, il y a rien qui aucune séparation, il y a aucun sujet qui va provoquer une séparation de mon côté. En fait, Ok. j'espère, parce que je pense que c'est l'amour chrétien, c'est ça, aimer son ennemi. Donc, ouais. Bon, alors pour terminer l'épisode, je voudrais te demander, Philippe, donc, quelle place tu penses ce dialogue-là, pouvoir parler aux autres, surtout en ce qui concerne les gens avec qui on n'est pas d'accord, peut avoir pour le futur du Québec? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça peut changer les choses? 100%, je pense que il n'y a pas grand-chose de plus crucial que ça pour l'avenir du Québec, le dialogue. Parce que je pense que n'importe qui a vraiment des yeux aguerris peut voir que le paradigme euh, anthropologique, moral, spirituel présentement en place au Québec mène à la disparition et la désintégration de la société. Je pense qu'on voit, euh, quand on voit une société qui ne se reproduit plus, on voit une société où on n'a plus le même respect pour la vie humaine. Les enfants à naître se font tuer, les vieilles personnes se font euthanasier. On Mhm. voit que clairement, il y a quelque chose qui va très, très mal Mais ça manque sur le plan de de la vision colonne du un monde des peu. gens. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une mollesse dans la culture québécoise présentement. C'est malheureux, mais Il y a vraiment la une espèce mentalité, d'indifférence. il y a une mentalité comme pas de chicane dans ma cabane. C'est comme ça que je l'appelle. C'est la Exact. mentalité de euh, la société, c'est comme ça, puis il faut qu'il y ait un consensus, puis avoir des débats, c'est quelque chose d'inconfortable, c'est quelque chose qu'on veut éviter. En fait, les débats, c'est un débat d'idées, c'est une chicane. Donc, faut pas parler de politique autour de la table. Faut pas avoir des confrontations d'idées parce que ça, c'est quelque chose qui va contre notre culture du consensus. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très spécifique à la culture québécoise. Et je trouve que c'est très dommage parce que ça fait que le niveau intellectuel des débats est particulièrement bas. Mettons, on compare ça en France. Et ça, c'est pas pour euh, mépriser le Québec, mais il y a un léger retard à ce niveau-là dans la qualité du débat, la richesse du débat. On dirait que, par exemple, le, le, le- les débats sur la dignité de la vie humaine. L'avortement et l'euthanasie, c'est quelque chose qu'on a mis de côté. L'euthanasie, ça fait même pas, ça fait un peu plus de 10 ans, d'une décennie que ça a été mis en place, mais on veut, notre, euh, mais c'est toujours, euh, mais c'est déjà comme rangé dans la section des débats qui sont réglés.
Il n'y a pas eu d'élection. C'est la Cour suprême qui a décidé ça. Pareil pour l'avortement d'ailleurs. Il n'y a pas vraiment eu de débat public pour que ça arrive. Et on dirait, c'est ça, on veut pas se remettre en question. On veut juste accepter qu'est-ce qui nous est proposé. Et cette mentalité-là de pas de chicane dans ma cabane, ça fait une société qui est comme rendue comme un os, qui s'est comme fossilisé, qui est rendu immobile, qui est plus capable d'évoluer, qui est plus capable de se remettre en cause. Et si on Exact. veut apporter les changements nécessaires, parce que je crois qu'il y a des changements très profonds qu'il faut apporter à la société québécoise pour qu'elle puisse redevenir saine et qu'elle puisse avoir un espoir de se maintenir et de vivre. Euh, Si on veut apporter ces changements-là, il faut absolument briser cette culture du silence, cette culture du consensus. Euh, donc, il n'y a Absolument. pas grand-chose de plus crucial que ça. C'est bien vrai. Alors, pour le futur, nous devons absolument réouvrir le débat et puis parler de façon aussi des fois banale que au travail. Commencer à parler sur des sujets importants, puis de fil en aiguille, pouvoir tu sais, se rejoindre, tu sais, discuter ensemble, revenir, tu sais, pouvoir, c'est ça, tu sais, ramener toutes les pièces du casse-tête ensemble et ensuite s'orienter vers le bien. Donc, unis, essentiellement, Mhm. en groupe. Si vous nous écoutez, si vous y a une chose que vous devez retenir de cet épisode, euh, n'ayez pas peur de vos convictions, parlez. Sans colère, sans haine, sans polarisation qui va au-delà Mhm. du nécessaire, parlez. Ayez pas peur de qui vous êtes, ayez pas peur de qu'est-ce que vous croyez. Exact, avec amour et humilité. Merci d'avoir été des nôtres pour l'épisode d'aujourd'hui. Votre écoute est toujours fortement appréciée. J'espère que cela vous a plu. Retrouvez-nous très bientôt pour un nouvel épisode de La Table Ronde.